Salut tout le monde, c'est Mademoiselle McCrepsta. Voilà, on arrive au dernier épisode d'Oublu, une série que j'ai adoré faire. Oublu, ça représente des heures de traduction, d'adaptation, d'écriture et de montage. Mais surtout, c'est une énorme collaboration avec plus de 15 personnes différentes qui ont rendu la série possible. Alors j'espère que vous avez aimé suivre cette série et que le dernier épisode vous plaira. Bon visionnage. Alors que je marchais le long de l'allée, j'ai regardé autour de moi. L'herbe était raisonnablement tondue, même si à certains endroits, les mauvaises herbes commençaient à apparaître. Il y avait 2 chaises longues sur le porche avec une table qui les séparait. Dessus, il y avait un grand verre de ce qui semblait être du thé glacé, défraîchi par l'air chaud et humide de la Louisiane. Ellie et moi avons avancé des marches à la porte. Nous avons échangé un regard dans le silence. Puis, j'ai frappé à la porte. Des bruits de pas ont résonné à l'intérieur, et une femme est apparue à la porte. Elle a ouvert d'environ 1 mètre et a passé sa tête dans l'entrebâillement. Elle avait l'air d'être en fin de trentaine, début de quarantaine, mais elle était encore très belle. Est-ce que je peux vous aider ? A-t-elle demandé avec méfiance. Oui, madame, nous sommes à la recherche de mademoiselle Kayla Guthrie. Vous pouvez nous aider ? Ai-je dit en essayant de rester aussi poli que possible. C'est moi. A-t-elle répondu. Ellie et moi avons bougé à l'unisson. Il a toussé. Madame, je suis l'officier James Tenders. Je suis officier de police de Towson, en Louisiane, et voici mon associé, Ellie Jacobs. Bonjour. A dit Ellie en inclinant son chapeau. Si vous êtes d'accord, nous aurions quelques questions à vous poser. Kayla m'a regardé, puis Ellie, et m'a regardé de nouveau. Et qu'est-ce qu'un officier de Towson peut bien me vouloir ? A-t-elle demandé. Eh bien madame, nous nous demandions si... Ai-je dit en traînant. Nous nous demandions si vous seriez d'accord pour nous laisser vous poser quelques questions à propos de votre défunte mère. Paix à son âme. M'a interrompu Ellie. Avant, elle vivait à Towson, n'est-ce pas ? Ma mère ? A demandé Kayla en portant son attention sur Ellie. En effet, on habitait là pendant mon enfance. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de renseignements sur elle ? Madame, ça n'a rien à voir avec une enquête. Nous essayons juste de... Maintenant, c'était au tour d'Ellie de ne plus savoir quoi dire. Nous avons trouvé une note. Ai-je rapidement continué. Une note ? A demandé Kayla. Le regard qu'elle me lançait me donnait des frissons. Oui, une note écrite par votre mère. Kayla nous regardait désormais tous les deux. Elle était de plus en plus méfiante. Quel genre de note ? Elle a été découverte sur une scène de crime, dans la vieille école abandonnée. Et je dis à nouveau. Ellie m'a lancé un regard noir. Kayla a laissé échapper un cri de surprise. Ça lui donnait un côté humain que je ne lui avais pas encore décelé. Eh bien, allez-y, entrez. Elle a ouvert la moustiquaire et nous l'avons suivie à l'intérieur de la maison. Dedans, il faisait étonnamment frais, ce qui devait être dû à l'ombre naturelle qu'offraient les arbres environnants. Les meubles étaient un peu démodés, mais ça apportait du charme et tout semblait parfaitement à sa place. Nous l'avons suivie dans le salon, elle s'est dirigée vers le canapé. Vous pouvez vous asseoir là si vous voulez. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ? Une tasse de thé glacé, de l'eau fraîche ? De l'eau, s'il vous plaît. Ça serait parfait. Merci, madame. A dit Ellie, en retirant son chapeau et en s'asseyant. Rien pour moi, merci. Et je dis en m'asseyant à côté d'Ellie. Kayla s'est dirigée vers la cuisine et a passé la porte ouverte. J'ai continué à la regarder. Elle a pris un verre sur l'étagère, a ouvert le frigo et en a sorti un pichet d'eau. Elle a rempli le verre puis a remis le pichet à sa place. Quand elle a refermé le frigo, j'ai baissé les yeux pour qu'elle ne remarque pas que je suivais ses moindres faits et gestes. Voilà. A-t-elle dit en tendant le verre à Ellie. Puis elle s'est assise sur une chaise longue en face de nous. Merci, madame. A dit Ellie en prenant une longue gorgée d'eau glacée. Puis, il a posé sur la table basse, en s'assurant d'utiliser un sous-verre. On est tous restés là, en silence, pendant quelques secondes, à s'observer. Alors, cette note, je peux la voir ? A dit Kayla pour casser le silence. Je me suis tourné et j'ai attrapé ma sacoche. Je l'ai ouverte et j'ai sorti le petit bout de papier que j'avais mis dans un petit sac en plastique transparent. Et je lui ai tendu. Elle l'a pris et elle l'a lu en plissant les yeux. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. A-t-elle dit en nous regardant de nouveau. J'ai laissé échapper un petit soupir. La patience n'avait jamais été mon fort. Heureusement, dans la police, on avait une technique pour faire parler malgré eux les gens qui ne voulaient pas coopérer. Poser une question vraiment directe pour que la personne soit prise au dépourvu. Madame, est-ce que vous avez des raisons de penser que votre mère pratiquait le vaudou ? Du coin de l'œil, j'ai vu Ellie se tourner lentement vers moi. Il me fusillait du regard. Kayla, elle, avait l'air abasourdie. Elle me regardait bouche bée. Après quelques secondes, elle a éclaté de rire, de façon hystérique. J'ai regardé vers Ellie qui faisait une mine renfrognée. J'ai haussé les épaules. Kayla a continué à rire pendant un long moment. Waouh,
a-t-elle finalement dit en s'éventant avec ses mains. Puis, elle s'est remise à rire de plus belle. Quand elle s'est enfin arrêtée, elle a dû essuyer son visage plein de larmes. Je suis désolée. C'est juste... A-t-elle dit. Elle a étouffé un autre rire. Vous voyez, ma mère était une femme très pieuse. A-t-elle finalement dit en reprenant son sérieux. Elle allait à l'église tous les dimanches. Elle priait quand ça allait mal, et même quand tout allait bien. Si elle vous avait entendu prononcer le mot vaudou dans sa maison, je pense qu'elle vous aurait mis dehors à coups de pied. Elle a ri encore un peu. C'est bon à savoir. On pense juste que cette note a été laissée sur la scène de ce qui semble être un rituel vaudou. Tout était caché sous des planches de l'ancienne école. Kayla m'a regardé et son sourire a légèrement disparu. Vous êtes sérieux? A-t-elle demandé. J'ai acquiescé de façon solennelle. Eh bien, vu que je vous ai fait subir mon fou rire interminable, je vais tout vous raconter. Ellie et moi nous sommes tous les deux penchés avec attention. Ma mère, vous voyez, était vraiment contrariée quand ils ont fermé l'école. A-t-elle dit en attrapant un paquet de cigarettes. Elle en a pris une et l'a allumée. Elle a tiré une longue bouffée et a expiré. Elle aimait peut-être Dieu, mais elle était aussi fière qu'une lionne. Ellie lui a tendu un cendrier et elle a fait signe de la tête pour le remercier, le plaçant devant elle avant de tapoter la cigarette dessus. Vous voyez, elle aurait fait n'importe quoi pour moi et ma sœur. Elle se disputait même avec nos professeurs pour les notes. Et elle faisait attention à ce que l'on ne se fasse pas harceler par les autres enfants. Elle voulait toujours qu'on traite les gens avec respect. Et elle faisait en sorte qu'on le soit aussi. Elle a tapoté ses cendres avant de continuer. Mais quand ils ont fermé l'école, je crois que c'est la première fois que j'ai vu ma mère aussi énervée. Elle s'est même énervée plusieurs fois contre ma sœur et moi, sans raison, à cause de cette situation. Je me suis avancé un peu plus, comme si ça allait m'aider à entendre mieux. Ma mère était vraiment une sainte. A dit Kayla en prenant une nouvelle bouffée. Mais est-ce que ça l'empêcherait de faire semblant de pratiquer du vaudou pour effrayer des gens et les empêcher d'acheter l'école? Je ne pense pas. Ellie et moi nous nous sommes relaxés, comme si la tension qui régnait avait été effacée instantanément. Je suis désolé, mais vous avez dit faire semblant? A dit Ellie. Oui, eh bien, si je ne me trompe pas, l'école n'a toujours pas été vendue, n'est-ce pas? Même si je ne sais pas si ce qu'elle a fait a réellement marché, vu que vous veniez à peine de le trouver. Mais apparemment, quelque chose d'autre a fonctionné, non? J'ai appuyé mon dos contre le dossier du canapé, dépité. Kayla l'a remarqué et m'a regardé bizarrement. De quelle partie de l'Afrique vient votre famille, Kayla? Enfin, si vous le savez. A demandé Ellie pour briser le silence. Kayla s'est mise à la regarder de façon suspicieuse. Et qu'est-ce que ça a à faire avec tout ça? A-t-elle lancé. J'étais professeur d'histoire africaine à Northwestern, pendant plus de 20 ans. Il a souri puis s'est levé, a marché vers le mur, en pointant son doigt vers un masque en bois. Mais je n'arrive pas à savoir quel genre d'art c'est. Depuis que je suis rentré, je n'arrête pas de me poser la question. Kayla a souri. Ma mère adorait ce truc. Moi, je l'ai toujours trouvé hideux. Elle s'est levée et est allée se mettre à côté d'Ellie. Puis, elle l'a détaché du mur. Mali. Elle l'a tendu à Ellie, qui l'a pris avec enthousiasme et l'a regardé avec attention. Mali. A-t-il dit en continuant d'inspecter le masque. L'art malien est magnifique. Et ça vient de l'Est ou de l'Ouest? Je crois que c'est l'Est. A-t-elle dit en mettant ses mains dans ses poches arrière, comme si elle était inconfortable. Près de la frontière algérienne? A dit Ellie en la regardant droit dans les yeux. Ouais, j'en sais pas plus que ça. A-t-elle dit. Elle devenait de plus en plus inconfortable. Et la tribu, est-ce qu'elle serait celle du Binouma? Kayla m'a regardé comme pour éviter le regard d'Ellie. Je suis désolée, mais c'est vraiment tout ce que je sais. Ellie l'a fixé quelques secondes de plus et a souri. Puis, il a baissé les yeux à nouveau vers le masque. C'est vraiment fantastique, merci. A-t-il dit en lui rendant. Elle l'a pris et a regardé Ellie avec scepticisme. Puis, elle l'a remis sur le mur. Eh bien, Jeff, je crois que c'est tout, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est tout. Et je dis en me levant. Je vous remercie de votre hospitalité et de votre coopération, madame. Pas de problème. Je vais vous conduire jusqu'à la sortie. A dit Kayla en reprenant de l'assurance. Elle nous a conduits jusqu'à la porte. Nous l'avons remerciée encore une fois. Et Ellie et moi avons avancé dans l'allée, en sentant bien qu'elle nous fixait tout du long. On a fini par atteindre la voiture. On est monté dedans, et on a conduit plusieurs minutes en silence. Ellie s'est mise à parler alors qu'on atteignait les rues principales. Ce masque est ancien. Vous êtes sûr que ce n'était pas un faux? Ai-je répondu. Non, sinon je l'aurais remarqué. A-t-il dit en souriant. De nouveau, le silence s'est installé dans la voiture. Et ça a été à mon tour de prendre la parole. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrêterait pas quelque part pour en parler? Bien sûr. Ai-je dit en m'arrêtant devant une sandwicherie qui se trouvait sur le bord de la route. On a commandé des sandwichs et des chips, et on a mangé sur une des tables se trouvant à l'extérieur. Ellie m'a expliqué comment il a réussi à déterminer si le masque était authentique ou non, en expliquant que les gravures qu'il y avait dessus étaient la marque de fabrique de la tribu Binuma, et que cette tribu vivait entre la frontière du Mali et de l'Algérie. On est tombé d'accord sur le fait que Kayla n'avait certainement aucune idée du fait que sa mère pratiquait le vaudou, et que si elle le savait, c'était vraiment une bonne actrice. Plus le temps passait et plus Ellie trouvait des théories avec enthousiasme. On devrait s'arrêter dans un hôtel, pour que je puisse regarder le livre à nouveau, non? Je sais que ça a l'air absurde, mais il y a peut-être des informations que je n'ai pas remarquées auparavant. Je commençais à être frustré. Je ne savais pas ce que j'avais espéré trouver aujourd'hui, mais ça n'avait pas été le cas. Et je commençais à ne plus avoir de patience. D'accord, pas de souci. Nous avons quitté la sandwicherie, et nous nous sommes arrêtés dans un hôtel du centre-ville. C'était un peu délabré, mais bon, nous étions dans le bayou. Ellie s'est installée directement et a commencé à feuilleter le livre. En même temps, il écrivait des notes et des traductions dans un cahier. Je commençais à être vraiment fatigué, et le matelas décrépit de la chambre semblait de plus en plus confortable. J'ai secoué la tête pour me réveiller, puis j'ai dit « Je vais chercher du café, vous en voulez ?» Ellie m'a regardé, comme s'il avait complètement oublié que j'étais là. Oui, ça me va. Du lait et de sucre, si possible. J'ai quitté la chambre, et j'ai marché jusqu'à la réception. Mais je n'ai pas réussi à trouver de café. Dans tous les cas, j'étais fatigué, et j'avais besoin de sortir de cette chambre. Alors, j'ai continué à marcher. J'ai fini par tomber sur une supérette qui en avait. J'ai décidé de prendre du café glacé, vu qu'il faisait extrêmement chaud et qu'il y avait une petite trotte pour retourner à l'hôtel. Ça m'a pris environ 10 minutes de faire le chemin du retour. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé Ellie en train de faire les 100 pas. « Jeff !» a-t-il dit dès qu'il m'a vu. Je n'étais pas préparé à autant d'enthousiasme. « Voici votre café », ai-je dit en lui tendant. Il a pris une gorgée. Glacé, c'est parfait. Il a posé son gobelet et s'est mis à parler rapidement. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose d'incroyable dans le livre. Il avait l'air excité, mais moi j'étais toujours aussi épuisé. « Ralentissez un peu s'il vous plaît, et dites-moi exactement ce qui se passe. » Il m'a regardé un peu confus. Désolé, c'est juste que j'ai trouvé le sorcier. Celui qui a jeté la malédiction portait toujours un masque. Et il ressemblait étrangement à celui que Kayla avait sur le mur. Vraiment ? Ai-je dit en m'arrêtant de boire mon café. Ellie a acquiescé, avec excitation. Bon, je dois avouer que les chances sont minces pour que ce soit exactement le même. Mais comme il est mentionné dans le livre et dans beaucoup d'autres ouvrages que j'ai pu lire, avec le vaudou, ce qui compte, ce n'est pas l'authenticité des artefacts, mais l'importance qu'on leur donne. J'ai réfléchi à ça pendant un instant. L'importance ? Oui, vous voyez, si quelqu'un a fabriqué ce masque en espérant faire une relique de celui que le docteur portait, et que l'original soit détruit. Même si ce n'est pas une copie parfaite, ça ferait l'affaire. C'est ça ? Et je dis en réfléchissant aux mots que je disais au fur et à mesure qu'ils sortaient de ma bouche. Exactement, A-t-il dit en souriant. Alors quelqu'un dans la famille de Kayla a sculpté ce masque ? et elle a dit que sa mère l'adorait. Je suis resté assis là en essayant de digérer toutes ces informations. Alors est-ce que ça fait d'elle une descendante du sorcier ? Je pense que oui. A répondu Ellie avec encore plus d'enthousiasme. J'ai fait une pause pendant une seconde. Mais j'ai cru que vous aviez dit qu'ils étaient tous morts. Ellie s'est arrêtée et a réfléchi pendant un instant. Eh bien, on ne peut pas affirmer qu'il n'y ait pas eu d'autres enfants. Mais sa femme était enceinte quand elle est morte. De plus, les prêtres vaudous étaient autorisés à avoir plusieurs amants. Ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. J'essayais de les assimiler, tout en continuant de boire mon café. Ok, donc c'est une descendante. En quoi ça peut nous aider ? J'ai vraiment l'impression qu'elle n'avait aucune idée de ce que sa mère faisait. Alors dans ce cas, quelle est son utilité ? Ellie a soupiré. Vous n'allez pas aimer ça. Aimer quoi ? Il s'est approché et s'est assis sur le lit à côté de moi. Il y a une loi assez rigide dans le vaudou. A-t-il commencé en regardant ses doigts ? Pour inverser une malédiction, il suffit d'inverser le rituel. J'ai froncé les sourcils, tout en réfléchissant à ce qu'il venait de dire. Attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que... Oui, Jeff, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut brûler Kayla, de la même façon que le sorcier a brûlé les reliques sacrificielles. J'ai regardé Ellie incrédule pendant un long moment. Ellie, non, on ne peut tuer personne. Il m'a regardé confus. Jeff, son peuple a invoqué des esprits qui a tué des milliers de gens à travers les années. Disons que ce masque que vous avez trouvé est réel, ok ? Même comme ça, Kayla est innocente. On ne peut pas tuer une innocente. Ellie a gardé les yeux baissés. Oui, je sais. A-t-il commencé ? Écoutez, vous savez, Abian, elle était complètement folle, mais elle était logique. C'était quelqu'un de génial, mais elle était froide et calculatrice. Elle m'a carrément demandé de l'enterrer vivante si c'était la seule solution. Tout ce qui lui importait, c'était d'arrêter la malédiction. Putain, c'est tout ce que j'ai réussi à dire. Oui, je savais que c'était probable de trouver un descendant de cette tribu. J'ai réfléchi pendant un long moment. Il n'y a aucun autre moyen ?
Ellie a secoué la tête, avec désolation. Bien. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de faire ça tout seul. Il a soupiré, et je savais que ce qu'il allait me dire n'allait pas me plaire. Ma femme est malade, Jeff. J'étais dépité, mais Ellie a continué. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je n'aurais déjà pas dû partir si longtemps. L'infirmière que j'ai engagée doit en avoir marre d'attendre que je revienne. J'ai repensé à ma femme et mon fils, en me demandant comment ils allaient réussir à vivre sans moi, après que j'ai finalement succombé à cette chose. Allez-y, vous avez besoin que je vous dépose? Non, ça ira. A-t-il répondu. Nous ne sommes pas vraiment loin de la frontière du Mississippi. Je devrais pouvoir me débrouiller en appelant un taxi. Il s'est levé du lit et a commencé à rassembler ses affaires, le livre y compris. Quand il a enfin atteint la porte, il s'est arrêté et s'est retourné pour me regarder. Je penserai à vous, Jeff. A-t-il dit. Puis, il est parti. J'ai attendu jusqu'à la nuit tombée, et j'ai garé ma voiture dans une rue à proximité de celle où Kayla vivait. J'ai pris une grosse gorgée de la bouteille de bourbon que j'avais dans la main. Est-ce que j'allais vraiment faire ça? Est-ce que j'allais réellement brûler vivante une femme innocente, juste pour me sauver moi? J'ai secoué la tête, et j'ai essayé de ne pas penser à tout ça. Puis, j'ai ouvert la boîte à gants, et j'en ai sorti quelques Adderall que j'avais pris dans le casier des pièces à conviction du docteur Abian. Comparé au bourbon, ils étaient faciles à avaler, eux. J'ai fermé la portière tout doucement, et j'ai avancé dans la rue avec tout mon équipement. J'ai fini par atteindre l'allée de Kayla. J'ai pris une grande aspiration, et j'ai continué à avancer lentement. J'ai posé les jerrycans d'essence par terre après avoir monté les quelques marches qui me séparaient de la porte d'entrée. J'ai attrapé des planchettes que j'avais amenées avec moi, et je les ai clouées le plus silencieusement possible à la porte. J'ai fait de même pour la porte arrière, et c'est là que j'ai réalisé que c'était le moment pour moi de passer à l'action. J'ai récupéré le jerrycan d'essence, et j'ai fait le tour de la maison en aspergeant la totalité des murs. Quand j'ai eu fini, je me suis arrêté. Voilà, je ne pouvais plus faire marche arrière. J'ai gratté une allumette, et je l'ai jetée dans l'essence. Ça a pris instantanément, et la maison s'est retrouvée entourée d'un cercle de feu. C'était trop chaud pour que je reste à proximité. J'ai reculé, et j'ai sorti de ma poche la bouteille de bourbon, pour en prendre une grande gorgée. Le feu commençait à attaquer les murs maintenant. J'ai mis un torchon dans la bouteille. J'ai attendu que ce soit imbibé de bourbon. Je l'ai allumé, puis je l'ai lancé vers une fenêtre. Ça a cassé la fenêtre, et des flammes ont envahi l'endroit dans lequel elle avait atterri. Je suis resté là, immobile. Puis, j'ai entendu les cris. Kayla était enfin réveillée. La porte d'entrée a commencé à se secouer lorsqu'elle se jetait dessus pour essayer de sortir. J'ai fait plusieurs pas en arrière sur le coup de la surprise. Elle secouait et tournait la poignée. Et pendant un long moment, tout ce que j'ai entendu, c'était ses cris. Puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Et c'est resté silencieux comme ça pendant un long moment. Avant que je n'entende la vitre d'une des fenêtres exploser. Le bras de Kayla en est sorti, se coupant sur un bout de verre. Je n'ai pas fait un bruit. Les fenêtres étaient vieilles. Je les avais remarquées la première fois que j'étais venu ici. Elles étaient si vieilles en effet que c'était le genre de fenêtres séparées en 4 par une armature en bois solide. Et il fallait beaucoup de force pour réussir à casser cette armature. Même s'il réussissait à casser toutes les vitres, tout ce que ça ferait c'est que la fumée qui se trouvait à l'intérieur s'en échapperait rapidement, en rendant l'air encore plus irrespirable. Elle était condamnée. Je suis resté debout là encore assez longtemps pour entendre les cris s'arrêter définitivement cette fois-ci. La maison était toujours en flammes. J'ai attrapé tout ce que j'avais utilisé, et je suis parti. Quand j'ai atteint ma voiture, je suis monté dedans, et je me suis assis. J'ai tourné la clé et je suis parti. Le silence que j'ai senti à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Après 1 ou 2 kilomètres, je me suis garé sur le bord de la route et j'ai arrêté la voiture. Je suis resté assis là un moment, des minutes, ou des heures peut-être. J'avais perdu la notion du temps. Puis, j'ai réalisé que je ne savais même pas pourquoi j'attendais. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que j'allais avoir un signe? Une espèce de signal? Comment est-ce que j'allais savoir que ça avait fonctionné? J'ai froncé les sourcils et j'ai regardé dans la voiture. Je me sentais pas différent. J'étais toujours fatigué. Mais il était hors de question que je dorme maintenant. Est-ce que c'est que ça? Et je dis très fort, même si je savais que je n'allais pas recevoir de réponse. Frustré, j'ai passé ma main dans mes cheveux. J'ai attrapé le téléphone et j'ai appelé Ellie. Ça a sonné 2 fois et il a décroché. Il avait l'air un peu endormi. Bonsoir. Ellie, c'est moi, Jeff. Jeff, est-ce que tout va bien? Ouais, c'est fait. Je l'ai fait. Il y a eu un long moment de silence entre nous. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, Jeff. C'est tout. Encore une fois, je ne savais pas quoi dire. J'ai attrapé le journal d'Abian et j'ai tourné les pages machinalement. J'aurais juste aimé qu'il y ait une autre solution.
ai-je finalement dit. J'aurais toujours pu vous enterrer vivant. A dit Ellie, en rigolant faussement. Ouais, heureusement on n'a pas dû en arriver là. J'ai regardé le journal d'Abian avec incrédulité. Jeff, A dit Ellie. Je ne comprenais pas. Les mots que j'étais en train de lire dans le journal me résonnaient dans la tête. 4 juin. Aujourd'hui, j'ai rencontré Ellie, un professeur d'histoire africaine qui vit dans le Mississippi, à Natchez. Il vit seul, dans une petite ferme entourée de ses terres. Il vit seul. Jeff, est-ce que vous êtes là? Oui. Ai-je réussi à répondre? Dites-moi, Ellie, comment va votre femme? Elle va bien. A-t-il répondu avec calme. Elle est contente que je sois rentré à la maison. Mon cœur battait à toute vitesse. C'était impossible. Ça ne pouvait pas arriver. Ellie, Oui? vous n'avez pas de femme. Il y a eu un long silence, puis j'ai entendu rire à travers le téléphone. Non, Jeff. En effet, je n'en ai pas. En entendant ces mots, mon corps s'est figé. Je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Est-ce que c'était vraiment ce que je pensais? Allons, mon cher Jeff. Je sais que vous n'êtes pas le plus bavard, mais là j'aurais pensé que vous auriez plein de questions à me poser. Je n'avais pas l'impression d'avoir le même Ellie que d'habitude au téléphone. Son ton était mauvais et très froid. Je ne savais toujours pas quoi dire. Tout se bousculait dans ma tête. Ma première rencontre avec Ellie, la façon dont il avait docilement accepté de coopérer, la manière dont il suggérait toujours, sans jamais forcer, pour me donner l'impression que toutes les idées venaient de moi. Vous savez, Jeff, cette sale fouine de Suzanne Abian a bien failli faire tomber mes plans à l'eau. Comme je vous l'ai dit, elle était froide et calculatrice. Tout l'inverse de vous. Le policier au grand cœur. Elle trouvait des informations que je ne voulais pas qu'elle découvre. Et elle était prête à se sacrifier pour que la malédiction ne se propage pas. Je pense que vous l'avez deviné maintenant, le vrai descendant du sorcier, c'est moi. Et j'ai attendu des années avant de pouvoir enfin réveiller la malédiction que mon ancêtre avait amenée dans ce monde. Il enchaînait tout ce qu'il disait, comme s'il avait attendu avec impatience le moment où il allait pouvoir montrer son vrai visage. J'écoutais en ressentant un mélange d'effroi, de culpabilité et de dégoût. Il a fallu que je trouve une personne capable de découvrir où se trouvait le dernier corps. Ça n'a pas été bien compliqué. Avec tous les contacts que j'avais à l'université, j'ai trouvé un étudiant naïf en archéologie qui mourait d'envie de faire ses preuves envers moi. Il était passionné par l'histoire, l'art et la culture africaine dans son intégralité. Alors tout ce que j'avais à faire, c'était lui mettre quelques livres sous le nez pour qu'il s'intéresse à Oublou, et cet abruti persuadé que tout ça n'était qu'une légende qui allait lui permettre de faire une thèse un peu plus intéressante, n'a pas tardé à vouloir partir en Afrique et mener sa petite enquête. Il a trouvé le corps de la dernière victime qui avait été enterrée quelque part au fin fond du Mali. Quand il est revenu ici, il était complètement désespéré. Il m'a demandé de l'aide pour pouvoir s'en débarrasser. Mais moi, je n'avais plus besoin de lui. Alors je lui ai donné quelques techniques, juste pour qu'il ne me démasque pas. Mais je savais que ça n'allait pas marcher bien longtemps, et qu'il finirait par perdre la tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand il est mort dans son appartement, il a été retrouvé par son propriétaire, Robert Jennings. À partir de là, vous connaissez l'histoire. J'étais bouche bée. Maintenant, tout avait du sens. Tout était connecté. Tout ce que moi et les autres personnes affectées par Oublou avaient vécu faisait partie d'un plan machiavélique orchestré par un égoïste sans scrupules. La haine que j'éprouvais envers lui m'a fait sortir de mon mutisme. Si vous êtes vraiment le descendant du sorcier, pourquoi est-ce que vous m'avez fait tuer cette pauvre Kayla Guthrie? Non, Jeff, ne me mettez pas ça sur le dos. Si elle est morte, c'est grâce à vous. Je n'ai rien fait pour. Vous voyez, Monaya Guthrie était peut-être pieuse, mais elle venait d'une grande lignée de puissantes sorcières qui se donnaient comme mission de contrer les pratiquants de vaudou, comme moi. Et elle utilisait le sous-sol à l'école, comme un sanctuaire, où elle transmettait son savoir aux 2-3 jeunes sorcières inexpérimentées qui s'inscrivaient à l'école, sans savoir leurs capacités. C'est pour ça qu'elle a été si énervée lorsqu'ils ont décidé de la fermer. Quand l'école a fermé, il y a plusieurs années de ça, j'en ai profité pour utiliser la force qu'elle avait donnée à l'endroit pour créer une nouvelle malédiction. Mais elle a réussi à saboter mon plan à ce moment-là. Après ça, elle a tout fait pour que l'école ne soit jamais revendue. Sa fille, Kayla, n'avait pas l'air de le savoir. Mais elle avait le même pouvoir que sa mère. Et c'était peut-être la seule qui aurait pu m'arrêter. Si vous m'aviez écouté et que vous ne lui aviez pas tout raconté alors que j'avais fait comprendre de ne pas le faire, je l'aurais laissé vivre. Mais là, je ne pouvais pas prendre le risque qu'elle décide de faire des recherches grâce à tout ce que vous lui avez dit. Et qu'elle découvre ses vrais pouvoirs. Alors oui, vous n'avez que vous à blâmer. J'ai laissé tomber le téléphone sur le sol. Jeff, J'entendais la voix d'Ellie au loin, continuer Vous êtes d'appeler là, mon Jeff? nom. Mais je m'en pourquoi vous ne moquais. répondez pas? S'il croyait qu'en plus de m'être fait manipuler, j'allais rester là à l'écouter se vanter d'être le plus gros con que j'avais jamais rencontré. Il se trompait. À quoi bon? En gros, ce qu'il venait de m'annoncer, c'est qu'en plus d'avoir tué une innocente, ce que j'avais fait n'allait pas arrêter la malédiction. Et donc, n'allait pas non plus me sauver. J'ai ouvert mon portefeuille
et j'en ai sorti une photo de ma famille. Comme on avait l'air beau et heureux. Marie était resplendissante comme toujours, et Danny avait l'air épanoui. Dire que j'avais pris cette photo à peine 6 mois avant. Maintenant, tout n'était que désespoir. Et si je ne pouvais pas arrêter Blue, je savais exactement ce qui me restait à faire. J'allais devoir ralentir un maximum la malédiction. J'avais déjà lu et relu les journaux intimes de Suzanne Abian. Et je savais très bien que même elle n'avait jamais trouvé quoi que ce soit qui prouvait qu'on pouvait stopper Blue. Comme Ellie l'avait dit, je venais de tuer la seule personne qui en aurait été capable. Et même si j'avais voulu essayer de trouver une des anciennes élèves de Mona Yagottry, je savais que je n'en aurais pas eu le temps. Après des semaines à ne pas dormir et à prendre de l'Adderall, je savais qu'il ne me restait plus longtemps avant que je ne tombe de sommeil. Et il y avait peut-être qualifié Suzanne Abian de personne froide et calculatrice, car elle avait voulu se sacrifier pour ralentir la malédiction. Mais c'était le seul moment où j'avais ressenti une pointe d'agacement dans ses paroles. J'ai secoué la tête pour me réveiller un peu, et j'ai démarré la voiture. Je me suis arrêté en route pour prendre un café et acheter quelques objets qui allaient m'être utiles, et j'ai continué de rouler. Après environ 1 heure, je suis arrivé à ma destination, la plage de Holly Beach. J'ai avancé jusqu'au ponton, où étaient attachés plusieurs petits bateaux à moteur. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai chargé tout ce que je venais d'acheter dans l'un d'entre eux, et j'ai tiré sur le fil pour lancer le moteur. L'air frais marin me donnait l'impression de ne jamais avoir été aussi vivant. Par chance pour moi, la mer était calme, et en peu de temps, j'ai réussi à m'éloigner suffisamment de la côte. J'ai arrêté le bateau, et j'ai regardé autour de moi. Le soleil était en train de se lever. Il fallait que je me dépêche. Il fallait que j'en finisse vite. Et il ne fallait surtout pas que qui que ce soit me voie. Personne ne devait jamais retrouver mon corps, si je ne voulais pas que la malédiction soit transférée à une autre pauvre personne innocente. Il fallait que je rende la tâche d'Ellie la plus difficile possible, vu que je ne pouvais pas le stopper. Et puis dans tous les cas, il ne viendrait pas me chercher, par peur d'être lui-même frappé par la malédiction. Enfin bien sûr, si le fait de réveiller la malédiction ne l'avait pas immunisé contre ses pouvoirs. Mais bon, tout ça n'avait plus d'importance maintenant. Si mon plan fonctionne, personne ne devrait me retrouver. J'avais pris soin de garer la voiture le plus loin possible de la plage et de désactiver mon GPS. J'avais aussi laissé mon téléphone et toutes mes autres affaires dedans. Et même s'il arrivait à comprendre que j'avais rejoint la plage, il ne me retrouverait pas au beau milieu de l'océan Atlantique. Surtout pas avec les précautions que j'avais prises. J'ai attrapé le premier parpaing, que j'ai attaché à ma cheville droite avec une chaîne. Et j'ai fait de même pour l'autre côté. Puis, j'ai sorti mes menottes. Je les ai ouvertes et j'ai jeté la clé dans l'eau noire et calme. J'étais en train de tirer la ficelle du moteur pour remettre le bateau en route. Quand j'ai vu l'eau au loin faire de gros remous, il y avait quelque chose sous l'eau qui avançait droit vers moi. À cause du noir, je n'ai pas su de suite ce que c'était. Mais après quelques secondes, je l'ai reconnu. Son énorme tête grise sortant à moitié de l'eau et ses gigantesques yeux noirs et froids me fixant. Je n'en revenais pas. Comment est-ce que j'avais fait pour m'endormir dans ces conditions? Aussi fatigué que je l'étais, ce que j'étais en train de faire était si important que je ne comprenais pas. Et puis, j'ai remarqué quelque chose. Jamais auparavant je n'avais su que ce que je vivais était un rêve, quand il s'agissait de Blue. Ça voulait dire qu'il était vraiment là. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai tiré sur la ficelle du moteur plusieurs fois, pour essayer de mettre le maximum de distance entre lui et moi, mais ça ne servait à rien. Ses longs bras et ses longues pattes fines lui permettaient d'aller à une vitesse incroyable. Il n'y avait plus grand chose que je pouvais faire. J'ai attrapé mes menottes, que j'ai serrées autour de mes poignets, puis je me suis laissé tomber du bateau en marche, et j'ai commencé à couler rapidement. Par réflexe de survie, j'ai essayé de remonter à la surface, mais les parpaings étaient bien trop lourds, et avec mes mains attachées, c'était peine perdue. Je me débattais, et l'air quittait mes poumons petit à petit en étant rapidement remplacé par de l'eau. La panique m'a envahi. Je revoyais les visages de ma femme, de mon fils, mais aussi de Andrew et Robert Jennings, mais surtout celui de cette pauvre Suzanne Abian, figée par la terreur, même après sa mort. Et le seul fait de penser que c'était exactement ce qui était en train de m'arriver m'a fait me débattre encore plus dans un dernier effort de survie. Mais là, au loin, j'ai vu Blue arriver vers moi à toute vitesse. Il n'avait pas d'expression sur le visage, mais j'arrivais à ressentir la colère qu'il éprouvait. Et là, j'ai compris. Mon plan était en train de fonctionner. Et ça, il le détestait. Mais au final, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour m'en empêcher? Me tuer? Non, il n'en pouvait strictement rien. Et ça, on le savait tous les deux. Alors qu'il se stoppait à quelques centimètres de moi, en me fixant de ses yeux noirs et sans émotion, j'ai moi aussi arrêté de bouger, calmé à l'idée que grâce à mon sacrifice, plus personne n'aurait affaire à ce monstre. J'ai pris une grande inspiration pour accélérer le processus.
Et la dernière chose que j'ai entendue après avoir fermé les yeux, c'est le cri perçant de Houblou. Un cri suraigu, comme s'il était à l'agonie. J'ai alors fermé les yeux, et j'ai souri. Après 6 mois de recherche acharnée pour retrouver Jeff Tenders, un officier de police de la ville de Towson ayant disparu dans des conditions mystérieuses, nous avons le regret d'annoncer que son corps a été retrouvé au beau milieu du golfe du Mexique. Il semblerait qu'il se soit suicidé. Il a été retrouvé menotté de ses propres menottes, des parpaings de béton aux pieds. La piste du meurtre a été mise de côté, car l'officier a été filmé dans un petit magasin, en train d'acheter les divers objets qui ont servi à son suicide, le jour même de sa disparition. Si le corps a été retrouvé après que la police a arrêté les recherches, c'est grâce à un ancien professeur d'histoire africaine, qui n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver l'officier avec qui il avait développé une forte amitié, quelques mois avant sa disparition. Il a utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour le retrouver, et il a donné à la police des preuves de l'endroit où il pensait que le corps se trouvait. La police a alors déployé une équipe composée d'une dizaine de plongeurs, qui ont au préalable envoyé une caméra pour explorer l'endroit. Malheureusement, c'est simultanément, sur l'écran de contrôle, que l'équipe en charge a fait la macabre découverte. Le corps a été repêché et remis à la femme de l'officier Tenders, qui laisse aussi derrière lui son jeune fils.